Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission un peu spéciale de LFNA TV en ce lundi 25 décembre. Joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez été gâtés. Comme vous le savez, LFNA TV, c'est toute l'actualité du football de Nouvelle-Aquitaine en direct tous les lundis soirs à 19 h. Et en cette soirée un peu spéciale, nous allons revivre les meilleurs reportages, les meilleurs portraits, les meilleurs focus club. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est parti. Honneur aux dames ce soir avec la Coupe de France féminine notamment qui a tant fait l'actualité sur LFNA TV avec les équipes comme Angoulême, comme Limoges ou encore Gradignan que l'on salue. Ce soir, focus sur la renaissance du club de l'ASJ Soyaux Charente. Après le dépôt de bilan malheureusement, l'association de Charente se retrouve désormais en Régional 1. Retour sur cette renaissance, c'était en septembre dernier. Je suis au club depuis un peu plus de 18 ans. J'ai joué à Soyaux de nombreuses années. Il y a 3 ans, j'ai intégré le conseil d'administration. Et puis cette année, j'ai été élue présidente. L'objectif du club va être double. Il y a d'abord un objectif sportif. Pour nos U18, ça va être la montée en U19 nationale. Et puis pour notre équipe senior qui va évoluer en Régional 2, l'objectif est de monter en Régional 1. Ça, c'est sur le plan sportif. À côté de ça, on a un fort besoin de réorganisation, de repartir sur des bases saines pour l'ASJ Soyaux. Cette transition a été forcément un petit peu compliquée, de par la cession de la société, mais aussi de tous les aléas cet été, puisqu'on a eu une rétrogradation en Régional 2 qui n'était pas forcément prévue, puisque nous pensions repartir en Régional 1. Mais voilà, ça va nous permettre de repartir sur des bases saines. On a vraiment l'intention de redorer les vraies valeurs de l'ASJ Soyaux. Et puis, je pense que le sportif primera sur tout le reste. On vient de gagner notre premier match de Coupe de France 14-0. Je crois savoir qu'il y a des bénévoles qui ont été interviewés, des supporters. Le club n'est pas mort, le club est toujours vivant. L'association a toujours été là et l'association sera toujours là demain. Je vais m'y atteler avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, mais aussi avec l'ensemble des bénévoles. Je vous invite et je t'invite à revenir au courant de la saison si tu veux nous voir, parce que le club est bien vivant. Je suis à Soyaux depuis 1999, supporter d'abord, et après ça, Claude a voulu m'embaucher parce qu'il me connaissait déjà d'avant que j'étais entraîneur pour une autre équipe, qu'on n'avait pas besoin de diplôme. Et depuis ce temps-là, je suis resté toujours à Soyaux en tant que bénévole, un vrai bénévole, disons, voilà. Le club est toujours là. On a envie de montrer sur le terrain que l'ASJ Soyaux est toujours en vie et qu'on va remonter dans le championnat auquel on doit appartenir. Et on a envie de faire plaisir à tout le monde qui va venir nous voir, aux bénévoles qui nous aident vraiment beaucoup. Et donc voilà, on va se battre sur le terrain et tout donner. Mais je ne suis pas sûr qu'on reparte de zéro. Je pense qu'il y a une vraie affection pour ce club, pour de nombreux partenaires. Donc je ne pense pas qu'on va repartir de zéro. On va relancer, on va expliquer ce qui s'est passé, puis surtout ce que l'on veut faire. Et ça, avec la présidente, je crois que ça sera un rôle très très important. Et c'est vraiment là-dessus que l'on souhaite se positionner. Donc il faut convaincre les anciens partenaires de rester, de nous suivre, de s'engager peut-être sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, de manière à pouvoir construire ce club. Et puis convaincre de nouveaux partenaires de venir, de rejoindre le projet et d'aider le club à remonter en R1, en D3, et puis on verra. Je suis au club depuis 1976-1977. J'ai été joueuse pendant 13 ans. Ensuite, j'ai donné naissance à ma fille qui a pris la relève pendant une dizaine d'années. Et depuis, je suis bénévole au club où j'aide beaucoup au niveau des familles d'accueil, au niveau des buvettes et puis tout ce qui est aux alentours du club. Au départ, j'ai trouvé très, très dur, ça m'a fait très mal au cœur de voir mon club sali comme il a été sali. Mais maintenant, nous allons tourner la page. Nous repartons effectivement en amateur et nous avons une très bonne équipe autour de la table qui travaille de façon à ce que ce club retrouve une certaine sincérité et qu'on soit respecté partout. Pas comme actuellement où on nous rejette un petit peu de tous les niveaux. La motivation, on ne l'a pas perdue.
C'est un challenge qui a été proposé vu la descente de la D1 en R2. Les jeunes sont restés. Voilà, des filles comme Torisson, comme Lousteau, comme Mangardu, comme Chaudet, toutes ces filles-là qui sont à la section ou qui sortent de pôle sont restées pour un nouveau challenge, remonter en R1 et puis après remonter en D3. Si on peut le faire sur les deux années qui arrivent, ça sera vraiment parfait. Et puis il y a le challenge aussi Coupe de France qui va nous permettre de nous confronter à des équipes de haut niveau, comme on a pu le faire en amical contre La Roche-sur-Yon et continuer leur progression vers le haut niveau pour ces filles-là. La SJ Soyaux reçoit Saint-Palais Sport Foot 4 pour le premier tour de la Coupe de France. C'est les Sogel-Diciennes qui ouvrent rapidement le score sur cette frappe à la 5e minute par l'intermédiaire d'Héloïse Foscave. À la 10e minute, c'est au tour de Siane Corion de marquer le deuxième but sur ce ballon relâché par la gardienne adverse. C'est un coup franc bien placé aux abords des 18 mètres que se charge Héloïse Foscave pour inscrire son doublé et permettre aux siens de mener 3-0. Saint-Palais Sport Foot a l'occasion d'ouvrir le score, mais la frappe sera sans danger pour la gordienne Sogel-Dicienne avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un net avantage de 3-0 pour l'ASJ Soyaux. Les locaux donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est à la 47e minute qu'Eva Taudière qui se présente seule pour marquer le 4e but de ce match. C'est sur corner que la gardienne rate sa sortie et permet à l'ASJ Soyaux de mener par 5-0. Sur cette action en profondeur, Héloïse Foscave marque le 6e but pour l'ASJ Soyaux. Ça s'enchaîne du côté du stade Léo Lagrange avec Eva Taudière qui y va de son but de cette magnifique reprise. C'est sur une contre-attaque que Talia Cressard enfonce le clou et marque le 8e but pour l'ASJ Soyaux. Le corner des Sogel-Diciennes, bien suivi par Flavie Audouin pour le 9-0. À la 83e minute, c'est au tour d'Iman El Kejaou de partir seul et de marquer le 10e but. Sur cette passe en profondeur, c'est encore Eva Taudière pour le 11e but. C'est sur cette magnifique frappe enroulée du pied droit qu'Héloïse Foscave marque le 12e but de cette rencontre. À la 89e minute, Talia Cressard prend à contre-pied la gardienne adverse pour inscrire le 13e but. C'est dans les arrêts de jeu, après avoir bien suivi l'action, c'est encore Eva Taudière qui marque le 14e but de cette rencontre avant que l'arbitre siffle la fin du match avec une nette qualification des Sogel-Diciennes pour le second tour de la Coupe de France. Oui, le but pour nous, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Donc oui, c'est sûr, repartir sur une bonne victoire comme ça, c'est que du positif et ça nous donne confiance pour la suite. Quand on a appris voilà, déjà qu'on redescendait en R2, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, on rebondit vite, on a une équipe très jeune qui a envie de jouer en haut niveau. Donc c'est important, il y a un gros potentiel. Donc forcément, on a beaucoup d'ambition et pour ça, ça va être très facile de repartir pour jouer en haut niveau après. Voilà donc les féminines de l'ASJ Soyaux que l'on suivra notamment toute cette année 2024. On passe désormais à un reportage sur le pôle espoir de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. En mai dernier avait lieu le concours d'entrée au fameux pôle espoir de Mérignac pour une journée de détection.
Le programme de cette journée régionale qui regroupait 45 joueurs et joueuses. Nous avons commencé par un accueil avec les familles à 9h45 ce matin. On était au terrain à 10h15 et puis on avait prévu 3 procédés d'entraînement, 2 jeux et un travail de finition, ce qui nous permettait de voir les compétences offensives, défensives ainsi que les gardiens de but à l'œuvre. Et puis cet après-midi, après un repas pris ici sur les installations du club d'Arlac, Mérignac, nous avons effectué 3 x 40 puisque nous avions 3 équipes afin de voir aussi les joueurs dans les conditions réelles de match à 11. Ouais, chaque année les promotions sont différentes, plus ou moins intéressantes en termes de qualité, avec plus ou moins de joueurs. Mais non, cette année on voit vraiment des choses très intéressantes. On a découvert pas mal de joueurs dans les différents départements. On a profité aussi du travail des collègues dans les départements. Et non, on est vraiment satisfait. Là, on avait 45 joueurs avec les gardiens et les 4 filles. Et voilà, maintenant, ça va commencer le travail un peu plus difficile de choix. Et je pense qu'on va devoir se casser un peu la tête pour éliminer entre guillemets des joueurs ou pour faire des choix pour avoir un nombre 25, 26 pour le prochain stage qui va déjà arriver dès la semaine prochaine après le long week-end. Donc des choses intéressantes, de la qualité et voilà, des potentiels en devenir. Jouez là, on essaye d'aller marquer, rapide. Oui. Fini. Ouais, bravo, bien joué. Très très bien. Sur ces âges-là, 13 ans, 14 ans, ça passe encore. Et puis de toute façon, ces potentiels féminins, comme tous les autres potentiels, ne sont pas jugés exclusivement sur leur morphologie, mais bien sur l'utilisation du ballon, sur leur capacité à régler les problématiques dans les situations. Néanmoins, à un niveau supérieur, quand ils vont quitter le pôle, à 16 ans, le football qu'ils vont rencontrer pour le haut niveau, ça va être un football où la morphologie aura aussi une place parce qu'il faut être solide dans les oppositions avec les autres joueurs du monde entier. Nous, dès qu'on peut et dès qu'on nous signale des potentiels féminins, on essaie de les voir et de les intégrer avec les garçons pour observer et pourquoi pas intégrer des filles. Ça a déjà été le cas dans notre pôle avec 2 profils, Carla et Stella Grondin. Donc voilà, c'est pas chaque année. Ça peut être beaucoup une année, puis assez peu une autre. Voilà, c'est aussi en fonction des filles. Mais on essaie à chaque fois, oui, de pouvoir les intégrer avec les garçons parce que je crois que garçons ou filles, finalement, c'est le foot qui gagne. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de séparation et de pouvoir les intégrer, sachant qu'à partir de l'année 2024, la saison 2024-2025, le pôle espoir féminin basculera aussi sur les années collège. Donc il y aura certainement des mutualisations, des stages en commun pour pouvoir avoir cette vision un peu plus large sur des gens du même âge, en fait, de sexes différents et du même âge. Oui, c'est la même chose. On estime que encore jusqu'à cette catégorie d'âge-là, on peut confronter et associer les jeunes filles avec les garçons. Malgré tout, en fonction de l'avancée morphologique, on voit quelques différences qui peuvent apparaître. Ceci dit, elles ont tout à fait bien répondu et rivalisé avec les garçons. Donc elles ont leur chance sur les mêmes critères d'évaluation et d'observation que les garçons. Allez, on rentre dans la séance, exigeant avec vous-même. Il y a un match après, on est exigeant, on se met en confiance techniquement. T'as le temps. Alors en effet, il y a un joueur qui a été entre guillemets repêché, revu, réévalué
qui avait un peu disparu du parcours de performance fédérale parce que toujours les mêmes choses, hein. Les joueurs le jour J ne sont pas forcément au mieux de leur forme, donc le fait de placer la journée régionale un peu plus tard dans la saison par rapport à d'autres structures nous permet effectivement de pouvoir rattraper certains joueurs pour les évaluer de nouveau. Sur les détections, on sait que c'est générateur de stress. Nous, on se veut à détendre un peu le cadre et à les mettre dans les meilleures conditions et créer un climat un peu bienveillant et pour leur laisser la place à l'initiative. Mais on sait que fondamentalement, quand il y a des choix qui sont amenés et eux, ça génère forcément une appréhension, un stress qui est légitime. Vous comme moi, on a tous passé des examens, des tests et l'humain est ainsi. Et quand on a un peu d'appréhension et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, ben, ça génère du stress dans le corps. Donc non, je pense pas qu'il y ait plus de stress ici qu'à la pitch. Parfois même, je pense que c'est l'inverse. Je suis passé là où vous passez. Ça n'a pas toujours été facile, comme je vous l'ai dit, je vous le répète. Mais voilà, lâchez rien, travaillez. Sur le terrain, mais à l'école aussi. C'est important. Et puis il n'y a pas de raison. Mais n'oubliez jamais le plaisir aussi. On sent que vous en prenez, et quand vous en prenez, vous en donnez aussi. Voilà. Donc félicitations, bonne continuation à tous et à toutes. Les filles aussi, félicitations, bravo. Après les jeunes, place aux seniors désormais dans cette émission de cette fin d'année, cette soirée un petit peu spéciale du lundi 25 décembre. Focus sur le club d'Aunis Avenir en Charente-Maritime qui a tant fait vibrer le département. Aunis Avenir s'est qualifié jusqu'au 8e tour de la Coupe de France, élimination notamment face au Stade Mayennais. LFNA TV a posé sa caméra pour partir à la découverte de ce club de Régional 3. Saint-Sandre, commune de Charente-Maritime, à 10 km environ de La Rochelle. Nous partons à la découverte de l'Aunis Avenir sous une météo peu accueillante, à l'inverse du club. 370 licenciés, plus de 200 jeunes. Aunis Avenir est une fusion entre Saint-Sandre et Puyllborough depuis plus de 10 ans maintenant. Pérenniser ce club, c'est un travail de tous les jours essentiellement basé sur le volontariat, comme nous l'explique le président Bruno Chaillet. 370 licenciés, ça veut dire beaucoup de travail en début de saison pour enregistrer les licences, ça veut dire aussi la veille, alors j'allais dire Zimbra, mais la veille de toutes les informations qui nous viennent de la Ligue des districts. Donc c'est un peu comme une entreprise, sauf que le manager qui est le président doit prendre en compte le fait que les gens sont bénévoles, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de salaire, donc les gens doivent venir motivés, avec la banane, le sourire et envie de rendre service à la collectivité qu'est le club. Pas de répit pour Aunis Avenir une fois la saison terminée. Le club met en place un tournoi national destiné aux jeunes pendant le mois de juin, une période charnière selon le président. On a très vite mis en place nos fameux tournois jeunes, qui sont maintenant reconnus au plan national, qui comment dirais-je, ont vocation bien sûr à nous aider financièrement, mais qui sont des moments aussi propices pour générer une espèce d'énergie collective, tout le monde se regroupe, parce que 4 week-ends de tournoi avec une cinquantaine de dirigeants, je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'il en manque beaucoup à l'appel pour que ça fonctionne bien. Et maintenant, avec le temps, on a des équipes qui viennent un petit peu de toute la France. Et c'est vrai qu'on fait notamment pour les 15 et les 17 des tournois sur 2 jours. Donc forcément, quand vous avez des gens de la région parisienne, Bretagne, ou d'ailleurs, peu importe, de l'Est de la France, qui viennent passer 2 jours à La Rochelle, sur 2 jours, on leur laisse un peu de temps le soir, pour se balader, on se retrouve et tout. Donc il y a un côté un peu sympa, un peu dilettante, tout en étant quand même sérieux. Du côté des jeunes de l'Aunis Avenir, là aussi, tout est assuré et encadré par Frédéric Proux, responsable technique jeune, un passionné qui a été baigné dans le football et l'encadrement depuis tout petit.
Responsable jeune, c'est surtout de prendre soin des enfants, déjà, d'avoir une bonne éducation football, dans le respect et dans l'état d'esprit et dans la solidarité, tout simplement, parce qu'on sait très bien que maintenant, de nos jours, le football professionnel n'est pas forcément un exemple auprès des enfants sur tout ce qui est aspect financier, supporters et tout ce qui va avec. Donc il y a à peu près 250 enfants à gérer. J'ai cette année 45 éducateurs aussi à gérer, qui sont établis sur toutes les catégories. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est une vingtaine, entre 20 et 25 heures par semaine que je fais au club, en plus de mon travail, tout simplement. Donc c'est du travail, c'est un travail passionnant, hein. C'est un travail que je fais depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai 47 ans actuellement, donc si vous faites le compte, ça fait un petit bout de temps que je suis sur les terrains, quoi. Onis Avenir est un club familial et de partage qui accueille même les plus petits à partir de 3 ans, les baby-foot. L'encadrement est vraiment la priorité pour Frédéric Proux, que ce soit sur le côté sportif, mais aussi celui du social. On accueille tout le monde, on accueille des enfants qui ont des grosses difficultés footballistiques, voire des enfants qui sont en capacité de jouer plus haut de ce qu'on peut leur proposer au club. Donc c'est vraiment un rôle éducatif déjà dans un premier temps, et aussi un rôle social, parce que le foot de maintenant, on est rendu vraiment sur un foot social où on est obligé de se soucier en fait, de l'enfant en lui-même, de par ses problèmes perso, de par on a de plus en plus de parents séparés, donc ce qui n'est pas évident pour les enfants de bas âge. Et on commence aussi à accueillir des enfants, on a 2-3 enfants qui sont autistes Asperger, on a des enfants qui ont des grosses difficultés aussi psychologiques qu'on accueille et qu'on accompagne en fonction en fait de ce que nous disent les parents et on prend en compte tout ça, quoi. On essaye d'adapter les séances. Certains enfants arrivent à s'acclimater aux séances qu'on produit, forcément. Sur d'autres, on adapte les séances où on a un œil un peu plus attentif en fait sur ces enfants-là, qui sont pour moi comme tous les autres enfants, qui ont besoin de s'épanouir dans un loisir ou dans leur passion. Et c'est ce qui leur permet aussi d'évoluer un petit peu plus vite de par leurs problèmes de santé ou maladie. Donc pour nous c'est hyper important et on met vraiment le point dessus pour qu'il y ait un épanouissement total de tous les enfants du club, tout simplement. Onis Avenir FC, tout est dans le nom. Le club s'occupe de former les jeunes pour un jour intégrer les équipes seniors. Le relais est désormais passé à Sébastien Leland, l'entraîneur de l'équipe senior d'Onis Avenir. C'est l'ADN du club. On a un pôle formation avec le RTJ Frédéric Proux qui est très bon. Ça permet de pouvoir bénéficier pour les seniors de joueurs de qualité, ce qui est mon cas actuellement puisque j'ai la génération 2002. On les appelle la génération dorée, c'est à 75% mon effectif. Donc on a des joueurs qui sont fidèles, qui sont formés au club et qui sont bons. Donc automatiquement, moi en tant qu'entraîneur, c'est du pain béni et ça nous permet de garder cet aspect famille. Alors, c'est toujours compliqué de parler de famille dans un club, mais cet aspect fidèle, voilà, ce côté fidélité, puisque c'est des jeunes qui ont été formés ici, qui ont connu Saint-Saëns, qui ont connu Onis Avenir, et de pouvoir travailler avec de nouveaux arrivants. On a eu 12 arrivées à l'intersaison, que des mecs qui sont rentrés tout de suite dans l'esprit du club et dans l'esprit du groupe senior. Donc pour nous c'est très très bien, on vit très très bien la chose et on profite du travail effectué par la formation d'Onis Avenir. Humainement, on est tous sur la même longueur d'onde, on vient pour travailler et prendre du plaisir. Les attitudes un peu négatives ont été bannies d'entrée de jeu, ce qui permet de pouvoir travailler de façon positive et avancer semaine après semaine. Les jeunes s'en réjouissent et préfèrent ce type de structure à l'image de Nicolas Etiambre, joueur de l'Onis Avenir depuis 2011 et sa fusion. J'ai fait toutes mes classes ici, avec le petit groupe de copains. Donc ça fait, on est encore 4 ou 5 à être encore dans l'équipe première. Et donc on a toujours joué ensemble, voilà, depuis qu'on est tout petit, quoi. Je cherche pas spécialement à jouer au plus haut niveau possible. Vraiment mon but c'est m'éclater dans un club familial et jouer avec mes copains, quoi. Rêver mais surtout briller sur la vitrine du club.
Onis Avenir s'est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France, c'est historique. Le club de Charente-Maritime en Régional 3 sera opposé à Saint-Paul Sport, club de National 3 dans les Landes. Notre objectif premier, c'est de prendre les maillots, parce que voilà, c'est le petit plus et on aime bien ça. Mais c'est vrai que maintenant, arrivé au 6e tour, mine de rien, on se dit qu'on est à un match de pouvoir jouer une équipe professionnelle. Donc c'est hyper important, et puis ce serait un rêve de gosse, quoi, clairement, de pouvoir jouer une Ligue 2 ici, à La Rochelle, ce serait énorme. Ouais, les Girondins de Bordeaux, il faut. Hein. Sur le plan football, forcément, carrément avoir une grosse équipe, quoi. Même N2, vous imaginez, même N2 au parcours, ce que ça pourrait représenter. Bon, après, là, on est complètement en train de délirer. Là, je vais allumer la lumière, je vais arrêter de rêver, ça va, je vais être sorti de mon rêve. Mais non, après, c'est pour les joueurs, ouais, forcément. Mais le gars du Mas d'Agen que j'ai vu sur votre LFNA TV, il disait la même chose. Hein. Bon, gros, maintenant, c'est bon. Bon, je crois qu'ils ont une merde de tant pis, bon match. Mais bon, je souhaite aussi, comme des confrères de R3 qui fassent un bon match et qui se qualifient eux aussi. Qui reste, c'était 4 équipes, je crois, de R3. Mais bon. Après, à ce niveau-là, sur un match, comme on dit, pourquoi pas. Mais bon, on verra ce qui se passera. Qui prennent du plaisir, surtout, qu'ils se passent des bons souvenirs. C'est surtout ça que les anciens comme nous, on peut leur souhaiter. Le club de l'Onis Avenir progresse chaque année grâce aux bénévoles et aux encadrants. Une fierté pour Bruno Chaillet. La fusion fait que maintenant on a 3 terrains à Saint-Sandre, 2 terrains à Pulboro. Donc ça, c'est quand même un bel outil. On peut répartir un petit peu on peut mutualiser en fait les moyens. Donc les gens sont à l'aise. Et puis après, au niveau du management, il y a 3 équipes au sein même du club. Il y a la partie administration, gestion, dont je suis le capitaine entraîneur, on va dire. Et puis après, vous avez les responsables seniors, vous avez le RTJ avec toute sa bande de jeunes. Quand même 250 licenciés à gérer, c'est gros. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne bien. Mon bilan, enfin ma réussite entre guillemets, et puis bon, les présidents précédents aussi, hein, c'est d'avoir, je pense, réussi à créer ça. Et je pense que cet équilibre-là, il est nécessaire et indispensable, à condition d'avoir les hommes et les femmes pour. Mais si on arrive à respecter ces terrains-là, ces terrains de jeu, on peut dire, eh ben ça marche très bien. C'est ça la réussite. Onis Avenir a désormais rendez-vous avec son histoire le week-end prochain pour pourquoi pas rêver plus grand. Parlons désormais des acteurs de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Ils sont nombreux dans cette région. Parlons ce soir d'un homme, Erwan Lanuzel, ancien entraîneur de Bergerac-Périgord FC en National 2 pendant quelques temps. Il a rejoint les Girondins de Bordeaux pour s'occuper de la réserve. LFNA TV l'a rencontré cet été. Portrait. Non, honnêtement, quand je suis sous contrat avec une équipe, je pense qu'à la mienne. Donc j'étais focus sur ce que faisait Bergerac. Forcément, j'ai appris comme tout le monde, la descente en fin de saison sur le plan sportif. Mais bon, voilà, quand on voit les décisions prises par la DNCG, très vite, on a pu se projeter vers une nouvelle saison en National 3. Oui, c'est passer un palier, c'est découvrir une nouvelle structure, une structure professionnelle. Donc forcément, on va dire un autre public et un autre mode de fonctionnement au quotidien. Et puis l'historique fait que pour être un Aquitain, les Girondins de Bordeaux étaient un club qui m'a forcément marqué depuis ma jeunesse. Donc voilà, c'était un choix logique pour moi et de découvrir aussi une nouvelle facette du métier d'entraîneur avec un groupe réserve un peu plus jeune que ce que j'ai eu l'habitude de connaître. L'idée directrice et la priorité reste la formation et le développement du joueur
et on est au service de l'équipe professionnelle. Voilà, notre but est de mettre les jeunes dans les meilleures dispositions pour pouvoir être prêts à, alors soit pour certains jouer, d'autres monter à l'entraînement, mais réduire, on va dire, l'écart sur le plan technique, tactique, mental, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour pouvoir passer un cap. Voilà, notre priorité, ça va être celle-là. Et puis après, derrière, si on peut avec beaucoup d'humilité, mais si on peut rajouter une dose d'ambition chaque semaine pour être compétitif, mais je pense que tout le monde sera satisfait. L'idée, c'est de pouvoir partager les compétences. Aujourd'hui, il y a un staff qui m'accompagne, qui a une certaine compétence, avec Corentin Ozanné qui est adjoint technique et Laurent Friponnet qui est sur la partie athlétique. Donc ces gens-là ont une compétence. L'idée, c'est que dans mon mode de management au quotidien, c'est qu'eux puissent s'exprimer au quotidien et être actifs et réfléchir et pouvoir créer des choses. Parce que je pars du principe que quand on est acteur de ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, mon idée, c'est de pouvoir les manager pour qu'eux se sentent épanouis au quotidien et pour pouvoir varier les discours aussi. Voilà, que ce ne soit pas toujours le même qui parle. Un coup, c'est l'adjoint, un coup, c'est le coach, un coup, c'est le prépa. L'entraîneur des gardiens, Franck, est au quotidien avec nous, peut aussi avoir son mot à dire. Et j'ai envie de dire même tout l'ensemble des éducateurs de la formation. On a Romain qui a pris un peu de hauteur Ferrier pour fixer une ligne directrice sur l'aspect technique. On a Patrick aussi qui est là au quotidien. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir plusieurs messages, mais d'être efficace et impactant à chaque fois qu'on parle. Moi, j'aime le fait d'avoir un staff au quotidien avec moi me permet de pouvoir rentrer dans le détail avec chaque joueur et de pouvoir échanger avec eux aussi bien sur le plan humain que sur le plan sportif. Là, pour le coup, on parlait de l'humain et voilà, c'est une relation que j'aime avoir avec mes joueurs. L'idée, c'est d'avoir une équipe active. Alors, une équipe active, c'est une équipe qui décide d'être entreprenante sur son match. Alors, on a la volonté d'être capable de tenir le ballon dans plusieurs zones du terrain. Et après, l'idée, c'est d'avoir une équipe réfléchie, qui est capable de s'adapter à tous les contextes qui nous sont proposés. Je pense que ça va être très formateur pour nous parce que chaque match sera différent et le contexte aussi sera différent. Il y a une nouvelle poule, il y a l'arrivée de la zone sud-est avec Perpignan et les clubs comme le Canet. Donc voilà, ça va être l'idée de développer les joueurs sur l'aspect mental et tactique et être en capacité de s'adapter et vraiment être actif, voilà, actif dans tout ce qu'on propose. Très vite après la reprise avec son staff, voilà, on s'est présenté, on a échangé, il m'a expliqué son projet de jeu et il m'a donné des lignes directrices à suivre pour qu'au quotidien il y ait de la continuité en fait, parce qu'il y a de certains jeunes qui s'entraînent au-dessus, donc il faut qu'on soit voilà, dans la réflexion au quotidien pour mettre les jeunes qui redescendent dans les meilleures conditions. Et après, on communique au quotidien avec Denis Anco, qui est l'adjoint référent, on va dire, du staff de David Guillon pour les passerelles avec les joueurs et pour faire un suivi, on va dire, quotidien de leur évolution. La priorité va être sur l'individu. Voilà. La priorité pour nous va être de développer un maximum les joueurs et après, comme je l'ai dit, l'idée c'est d'avoir un maximum d'ambition. Et l'ambition, la première ambition, ça va être de passer ces réformes qui impactent le football amateur depuis des saisons. Donc voilà, l'idée, ça va être d'être sûr de passer la réforme. Ça va être la première priorité, ça va être d'être capable de s'installer sur ce championnat national 3 dans la durée.
et pour permettre à toutes les générations du centre de bénéficier de ce niveau de pratique. Ça sera la première priorité. Et puis après, on va construire notre saison jusqu'au mois de mai. Tout proche de Bordeaux se situe un club de Régional 3, il se nomme le RC Chambéry, situé à Villenave-d'Ornon. Ascension pour ce club qui était en départemental il y a quelques temps et qui ne cesse de grandir. Reportage. Alors, sur cette saison, on était promus, il faut savoir, nous sommes montés l'année dernière, on a fini champion de départemental 2. Alors on avait des ambitions, c'était clair, c'était ce qui était fixé aux joueurs et au staff de monter en Régional 3. On avait cette ambition-là, maintenant elle se matérialise, on est toujours invaincu, donc c'est presque un petit peu plus que ce qu'on espérait, mais comme je dis, il faut surtout maintenir le cap. Le plus important dans la saison, c'est février, mars, avril, mai. C'est les matchs où les équipes vont jouer les maintiens, les équipes du haut de tableau vont jouer la montée. Chaque match va se jouer comme une finale. Il va falloir en gagner le plus possible, essayer de perdre le moins de points possible comme on l'a si bien fait depuis le début de saison, et ça devrait le faire pour le club et ça serait une belle fête. Ce club du RC Chambéry qui a maintenant 51 ans d'existence, qui a toujours été un club de régional. Si on peut remonter en régional nos seniors, ça serait super, en sachant que nous avons réussi à la mi-saison à faire remonter nos jeunes, nos U17 sont montés en U17 régional 2, ont gagné samedi dernier leur premier match en régional, donc les jeunes sont montés en régional. On espère que nos seniors vont suivre à la fin de saison et on va remettre, on espère, le club à sa juste place. On travaille vraiment sur l'aspect technique, accompagner les jeunes sur la découverte du football. Donc sur l'école du football que vous voyez aujourd'hui, donc c'est vraiment de U6 jusqu'à U9, donc on est vraiment sur la découverte, donner l'envie aux enfants de venir à l'entraînement. Alors quand il fait beau, donc on a toujours plus de monde. Vraiment c'est pas que du football, c'est vraiment des jeux ludiques à l'entraînement sur l'école de foot, donc donner l'envie aux enfants de pratiquer le football. Et petit à petit, donc sur les U10, U11, c'est là où on va vraiment commencer à travailler sur l'aspect technique, tactique et sur vraiment voilà, un projet sportif. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de travailler sur la globalité au niveau de l'ensemble des catégories, en respectant bien évidemment les objectifs de chaque catégorie, et pour que puisse y avoir des résultats ensuite sur les catégories de la compétition, notamment sur le foot à 11, et puis ensuite bien évidemment sur les seniors. L'objectif, c'est que les joueurs puissent découvrir les seniors, la catégorie senior au sein du club du RC Chambéry. Alors je suis bien placé puisque je fais aussi partie du staff de l'équipe senior, donc oui, l'idée c'est effectivement de pouvoir faire au maximum progresser nos jeunes, les former pour qu'ils puissent intégrer l'ensemble des équipes seniors et pas uniquement la première du club. Ça facilite en fait le fait qu'on puisse avoir des éducateurs dans les diff qui sont joueurs, notamment au niveau de la catégorie senior, que ce soit sur l'équipe première ou l'équipe réserve. Ça nous permet effectivement d'avoir une meilleure communication afin de pouvoir faire monter les jeunes à fort potentiel sur des équipes seniors.
c'est là où j'interviens justement. Moi j'interviens du coup je regarde tous les séances et tous les joueurs du club. Je connais pratiquement 90% des joueurs, donc j'ai un contact avec les joueurs, mais aussi j'ai un contact avec les éducateurs et les coachs. Donc quand il y a un joueur qui, on va dire, qui commence vraiment à avancer, on a besoin sur la catégorie au-dessus, donc c'est là où je fais le lien entre le joueur et les parents et les éducateurs pour avoir une facilité pour pouvoir amener le jeune sur la catégorie au-dessus pour aider la catégorie. Alors nous déjà on donne l'envie aux enfants de venir aux entraînements et qu'ils arrivent à progresser. Et en fait grâce à ça on arrive à avoir des résultats. Et plus en fait on est présent avec les enfants et plus on donne l'envie aux enfants de pratiquer le football, plus on a des résultats et plus on aide l'équipe première à alimenter avec des joueurs comme les U17A par exemple, qui ils viennent d'accéder au niveau régional. Et parmi ces joueurs-là, l'année dernière, il y a parmi les U17, il y a un joueur qui a participé à la montée des seniors A et qui a fait plusieurs matchs et qui a aidé à l'accession du niveau supérieur. Après cette découverte de ce club de Régional 3 à Villenave-d'Ornon, donc le RC Chambéry, partons désormais au final régional, notamment le 13 et le 14 mai dernier à Gujan-Mestras. Il s'agissait de la finale régionale du tournoi Pitch U13, une fête pour tous ses acteurs. Clairement, ça me fait chaud au cœur de revoir ce foot qu'on a tant aimé jeune. Pour moi, c'était ça le football, c'était ça la... Oui, on va se calmer. Ni je plonge, ni Noël, ni personne. Ouais, c'est un mélange entre la Coupe de France, parce qu'on a des équipes françaises et voilà, aux couleurs de la Coupe du Monde féminine. Donc c'est représenter des nations, voilà, c'est un concept qui permet d'amener pas mal de fêtes, pas mal de folies. On a vu que ce soit les parents ou les enfants s'imprégner à chaque fois de leur pays, venir avec des costumes, venir avec des déguisements, et c'est génial, quoi. C'était une vraie fête aujourd'hui, sur ces 2 jours qu'on a assisté. Et ça fait plaisir de voir le foot comme ça. Ouais. Ce rendez-vous a été exceptionnel à tout point de vue. Et voilà, donc il y a le terrain, comme tu l'as dit, et il y a aussi tout ce qui est en dehors. Donc voilà, on a le devoir, je pense, en tant qu'institution qui représente le football régional, voilà, de transmettre ces messages, de sensibiliser et au-delà de ça, d'agir. Parce qu'on arrive à un point, hein, je vous dis, on ne fait pas de politique, mais il faut se retrousser les manches pour faire avancer les choses. Et je vous le répète, je pense que c'est un de nos devoirs. Très heureux, oui, parce que la manifestation a été réussie. Un grand coup de chapeau à l'ensemble des conseillers techniques de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, qui ont œuvré au profit de cette journée magnifique. Des remerciements évidemment au club du bassin d'Arcachon qui nous a accueillis. J'ai vu du très bon football, donc chapeau à tous les jeunes joueurs, les jeunes joueuses, évidemment à nos jeunes arbitres aussi. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de mixité aussi dans nos arbitres, puisqu'on avait autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Et puis enfin des parents accompagnants qui ont joué le jeu, qui ont été exceptionnels, qui ont mis l'ambiance. Puis un petit mot aussi pour les éducateurs qui ont eu un comportement exemplaire de toutes les équipes. C'est que
Le principal, c'est que les enfants se soient amusés, ils se soient vraiment fait plaisir, qu'il n'y ait pas eu de blessés, que c'était le bonheur pour tout le monde. Et on va partir à la maison avec plein d'images dans la tête. Les enfants, c'est pareil. Ils repartent avec un bel équipement de la Colombie, tous. Donc, moi, éducateur, j'arrête mes fonctions avec les U13. Donc voilà, donc c'est un petit pincement aussi. Donc pour moi, la fin de saison, elle est un peu difficile, il faut dire ce qui est, parce qu'on s'attache aux petits. On se donne corps et âme pour ces enfants-là, pour les faire progresser. Et notamment sur la future transition foot à 11. Donc voilà, mais c'est mon rôle, c'était mon rôle, même s'il va continuer. Mais voilà, je suis très fier d'eux, ils ont fait un super tournoi. Et je leur souhaite encore le meilleur et puis qu'ils progressent avec d'autres éducateurs derrière. Donc on a les 12 meilleures équipes de toute la ligue. Donc pour nous, c'était important que l'équipe féminine d'Arlac soit présente. Donc on travaille ensemble depuis 2 saisons. On avait fini 2e l'année dernière sur la finale départementale. C'était les Girondines qui étaient passées. Donc là, cette année, on a voulu vraiment être là, être présente sur la finale régionale et montrer que le foot féminin, il y a de la qualité, qu'on a du jeu, qu'on apprend à jouer au foot. Voilà. C'est un événement incroyable. Donc on a eu la chance d'y être. Elles sont hyper ravies. Elles ont tout donné et on le vit. Enfin, pour certaines U13, ils ne le verront jamais. Donc elles ont la chance d'être là et elles sont hyper contentes et elles ont tout donné. Les graves incendies qu'il y a eu et cette opération de replanter des arbres, ça montre aussi et ça explique aux enfants que tout est important, donc tout est lié. Et quand on voit tout le bien qui a été fait tout ce week-end, on l'a ressenti sur l'ambiance générale, quoi. Planter des arbres, c'était une forme de solidarité que l'on voulait afficher vis-à-vis de cette région qui a souffert énormément des incendies. Donc les arbres représentent aussi quelque chose. Donc oui, effectivement, c'était important pour le football de s'associer à cette démarche. Et on l'espère que ça soit plus qu'un mauvais souvenir, parce qu'on aime tellement venir ici sur ce site, on aime tellement ce site, et puis cette dune du Pilat qui fait rêver tous les enfants dès qu'ils arrivent au sommet, que c'était important pour nous de marquer le coup comme ça. Le football est à l'écologie, tous les sports sont liés à l'écologie. Et naturellement, on habite Marmande, donc on n'est pas loin non plus du bassin. On a eu des feux de forêt aussi, pas très loin même de Marmande, donc on est aussi touché par ce qui s'était passé. Et le fait de retourner à la dune hier avec tout le monde, ça montre aussi que ça va revivre, ça revit. Et c'est que du bonheur parce que c'est une région qui est magnifique, avec des paysages magnifiques. Et ce qui s'était passé, c'était vraiment, vraiment triste. Donc oui, le fait que tout le monde ait été à la dune hier, ça donne le sourire à tout le monde et que on repart tous de l'avant et en espérant que tous ces feux-là soient bien finis et que le beau paysage rayonne. Allez, on va... Pour terminer cette émission en beauté, place désormais au plus beau but de cette première partie de saison. Le best-of vous est préparé par Théo Rodriguez. C'est parti pour la régalade.
LFNA TV, c'est terminé pour cette année 2023. Je vous retrouve le 1er janvier 2024. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bonne soirée à tous.